Merci d'abord pour l'invitation. Donc moi, je vais vous présenter une partie de mes travaux de thèse qui ont été soutenus l'année dernière et qui portaient donc en partie sur l'analyse et la modélisation de la turbulence dans les écoulements à bulles à partir de DNS. C'est des travaux qui ont été encadrés au CEA par Guillaume Bois et dirigés à l'Université de Perpignan par Adrien Toutan et Jean-Michel Martinez. Donc, on s'intéresse particulièrement aux écoulements à bulles, donc qui sont une partie du transitoire, des transitoires qu'on peut rencontrer dans les scénarios accidentels pour les réacteurs à eau pressurisée. Et dans ce transitoire à bulles, on s'intéresse en particulier à tout ce qui est lié à la migration latérale des bulles, parce que cette migration des bulles, donc les bulles qui sont créées en paroi et après qui vont se développer dans le canal, cette migration a un impact conséquent sur les transferts de chaleur qui vont avoir lieu au niveau des parois par la suite du transitoire et vont gouverner en particulier l'apparition du flux critique et donc des régimes suivants. Donc c'est un enjeu important qu'il faut réussir à modéliser correctement et à déduire. Et alors, du point de vue dynamique, parce que cette thèse s'intéresse uniquement aux aspects dynamiques, il y a deux phénomènes principaux qui vont avoir un impact sur cette migration. Ça va être la turbulence d'une part, évidemment, et d'autre part, les forces interfaciales. Bon, là, comme je n'ai pas le temps de tout présenter, la présentation va être focus sur les aspects de turbulence. S'il y a des gens intéressés par les forces interfaciales, je vous renvoie aux articles qui ont été publiés dans le cadre de la thèse et dont vous avez les références ici. Donc cette thèse, elle s'inscrit dans la politique du CEA de ce qu'on appelle la remontée d'échelle, qui s'appuie sur différents codes de thermohydraulique, allant de l'échelle DNS jusqu'à l'échelle système avec le code Qatar. Donc le but, à terme, c'est de créer un réacteur numérique, sauf qu'évidemment, les calculs DNS coûtent très très cher et les codes système demandent un effort de modélisation assez conséquent. Donc le but, c'est de nourrir les codes à échelle large par les données recueillies à des échelles plus petites, et donc de créer des modèles à partir de ces petites échelles et de les faire remonter. Donc cette thèse, elle s'inscrit dans le premier, disons le premier joint entre les échelles, qui va être entre l'échelle DNS et l'échelle plutôt CFD qu'on peut avoir dans des codes du type Neptune CFD. Donc pour ça, on a réalisé plusieurs calculs DNS à partir du code trio IJK, qui est un code de résolution diphasique basé sur une méthode mixte de volume of fluid et front tracking. Donc, dans ce type de code, vous avez donc deux maillages, un maillage eulérien classique et puis un maillage lagrangien qui va modéliser les interfaces des bulles, qui va être advecté par le champ de vitesse eulérien. Donc évidemment, comme c'est de la DNS, toutes les échelles sont résolues et l'interface est gérée par des algorithmes de remaillage et de smoothing pour des aspects de stabilité. Et on résout donc les équations de Navier-Stokes sous leur forme monofluide avec une méthode de prédiction-correction, un schéma d'ordre 4 pour les opérateurs de convection-diffusion et un schéma RK3, ainsi qu'une méthode multigrille. Et je vous renvoie également aux différents articles pour ce qui est de la validation du code, qui était validé aussi bien pour les aspects monophasiques que diphasiques. Donc, on a réalisé tout un tas de DNS pendant le cadre de cette thèse. Donc vous avez en haut un tableau qui récapitule un peu les gammes de nombres sans dimension qui ont été simulées. Je les ai aussi représentés dans le diagramme de Clift, donc à droite, en fonction du nombre de Reynolds de bulles et du nombre de Vos. Et j'ai ajouté les conditions industrielles qu'on aimerait à terme pouvoir atteindre. Et en fait, on se rend compte que dans certains cas, on les atteint déjà, en tout cas pour ces deux nombres sans dimension-là. Évidemment, ce n'est pas le cas pour tous les nombres sans dimension. Si on prend des nombres de Reynolds de canaux qui sont basés sur la vitesse moyenne du liquide, c'est évidemment pas possible pour le moment de faire des DNS dans les conditions nominales de réacteur parce que les vitesses sont trop importantes. Mais en revanche, en fait, on arrive quand même à atteindre des vitesses qui correspondent à des scénarios accidentels. Et donc, ça, c'est intéressant puisque c'est en général plutôt ces scénarios-là qu'on cherche à simuler.
Et donc, c'est quelque chose à noter. Il y a d'autres limitations. On s'est contraint à ne pas dépasser les nombres de Devos de 4,5, c'est-à-dire de ne pas avoir de bulles trop déformables, afin d'éviter d'avoir de la fragmentation de bulles, puisque comme on veut faire des écoulements, comme on veut faire des relevés statistiques sur nos écoulements, on veut qu'il y ait une certaine... on ne veut pas que l'écoulement change au cours du temps pour pouvoir faire ce relevé statistique, donc on veut que le nombre de bulles soit constant. Également, les taux de vide seront toujours compris entre 1 et 10%, supérieurs à 1% pour que les statistiques convergent en un temps suffisamment court, et inférieur à 10% pour que l'hypothèse justement de break-up, de non-break-up et de non-coalescence ne soit pas absurde. Donc un mot sur les équations du modèle à deux fluides, puisque le sujet, c'est de nourrir les modèles de ce type de modèle. Donc on part des équations incompressibles de Navier-Stokes dans chaque phase K, donc qui peut être la phase liquide ou la phase vapeur, ainsi que des conditions de saut à l'interface que sont la continuité du vecteur vitesse et le saut du vecteur contrainte proportionnel à la tension de surface. On multiplie l'équation de Navier-Stokes par une fonction indicatrice de phase qui vaut 1 dans la phase K. Et après, en définissant une moyenne d'ensemble et une moyenne de phase basée sur cette même indicatrice, on obtient l'équation classique qu'on a dans les modèles à deux fluides. Donc là, je l'ai fait uniquement pour la quantité de mouvement, mais ça marche aussi pour les autres équations. Notez qu'on ne résout pas ici d'équation d'énergie. Et donc, dans cette dernière expression qu'on obtient, on a deux termes ici colorés, qui sont les deux termes qui nécessitent des fermetures. En vert, la turbulence, et en rouge, les efforts interfaciaux. Donc, comme je l'ai dit, les deux font partie de ce qui a été étudié dans le cadre de la thèse, mais ici, je vais me concentrer uniquement sur l'aspect turbulence. Donc, allons-y pour la turbulence. Je voulais d'abord rappeler les différents phénomènes qu'on connaît, enfin, qui sont connus dans la littérature actuelle, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait, dans la turbulence de bulles. Historiquement, on peut dire que ça a commencé dans les années 90 avec le travail de Lance et Bataille qui a proposé une première décomposition des fluctuations qu'on observe dans les écoulements à bulles. Donc, il y a une partie de ces fluctuations qui pourrait être appelée shear induced turbulence, donc ici SIT, et une autre partie BIA qui serait tout ce qui est plutôt lié à l'action des bulles directes. Alors, après, on va voir que les choses se sont complexifiées dans le futur. Moi, je préfère parler, au lieu de SIT, de SPT pour parler de single phase turbulence. Je vous expliquerai pourquoi juste après. Parce que SIT peut être un peu trompeur comme appellation. Donc, dans cette présentation, je parlerai plutôt de SPT, qui sera vraiment la partie directe, c'est vraiment l'aspect purement monophasique que vous pourrez avoir dans un écoulement à bulles. Et une des questions qui se pose et qui fait partie du travail de la thèse, ça a été de se demander dans quelle mesure est-ce que les bulles avaient un impact sur cette turbulence SPT. Est-ce qu'on vient modifier certains phénomènes, parce qu'a priori, les bulles peuvent avoir un impact sur les vortex. Donc, première question. Donc ensuite, je disais que je ne voulais pas parler de SIT parce que dans certaines conditions, donc là, imaginons vous avez une petite figure d'un swarm inhomogène de bulles. Donc à gauche, vous avez un essaim de bulles et puis à droite, vous n'avez rien. Donc ce qui va se passer, c'est qu'à gauche, les bulles, sous l'effet de la flottabilité, vont apporter de la phase liquide et vont créer un cisaillement moyen entre la gauche et la droite de l'image. Et ce cisaillement moyen, potentiellement, peut générer de la turbulence. Alors c'est embêtant, la décomposition de Lance-et-Bataille dans ce cas-là, parce que en fait, cette turbulence, elle est induite par un cisaillement moyen, donc on a envie de dire que c'est de la shear induced turbulence, mais en même temps, c'est les bulles qui causent ce cisaillement, donc bubble induced agitation, ça marche aussi. C'est pour ça que moi, je préfère parler de SPT et que je ne préfère pas cette appellation SIT. Alors, cette manière de voir de la turbulence, là, c'est quelque chose qui est étudié ces dernières années, qui est de dire qu'en fait, toute la turbulence de bulles serait générée par des inhomogénéités de répartition des bulles. Et donc ça, c'est ce qui a été appelé dans la littérature CIT, pour Cluster Induced Turbulence. Mais c'est des effets qui sont généralement visibles à grande échelle. Comme nous, ce n'est pas du tout le cas de nos simulations puisque c'est de la DNS à toute petite échelle,
Ce pas les aspects sur lesquels on va s'intéresser dans cette présentation, mais c'est important de les garder à l'esprit, notamment pour les perspectives et puis pour l'interprétation des résultats. En revanche, on va plutôt s'intéresser à une autre partie des Bubble Induced Agitation, qui sont deux nouveaux concepts qui ont été introduits par Frédéric Risseau de l'INFT, qui sont ce qu'il a appelé donc WIA pour Wake Induced Agitation et PWF pour Potential Flow and Average Wake Fluctuation. Donc, c'est à quoi ça correspond? Le WIA, enfin, ces deux contributions, c'est quelque chose que vous pourrez avoir typiquement dans un essaim de bulles homogène. Le WIA, ça va être tout ce qui est lié à la déstabilisation des sillages et à l'interaction des sillages entre eux, qui vont générer des fluctuations turbulentes qui peuvent être des fluctuations temporelles, oui, qui peuvent être d'origine turbulente. Et d'autre part, donc, le PWF qui, lui, qui eux vont être plutôt des fluctuations spatiales autour des bulles, qui ne sont pas de la turbulence, qui sont liées aux écoulements potentiels et au sillage moyen derrière les bulles. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas de la turbulence qu'il ne faut pas les modéliser, puisque ça fait partie de ce qui arrive dans les termes de tension de Reynolds qu'on doit modéliser dans les modèles à deux fluides. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, on voit qu'il y a beaucoup de choses dans la turbulence à deux fluides. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut escompter, modéliser tout ça, comment est-ce que c'est fait classiquement et qu'est-ce qu'on peut faire. Si on regarde dans la littérature, en fait, on se rend compte de toute cette complexité dans la modélisation, elle est presque toujours absente. On trouve quelques modèles qui décomposent les choses en deux, qui vont par exemple dans les modèles algébriques avec des viscosités turbulentes, vous pourrez trouver des modèles où vous avez une viscosité turbulente liée au monophasique et puis une autre viscosité turbulente liée aux bulles. Puis voilà, ils combinent un peu ces deux choses-là et puis ça donne des résultats. Mais classiquement, ce qui est le plus largement utilisé, c'est des dérivés du modèle K-epsilon, qui sont en gros le modèle K-epsilon comme en monophasique pareil, sauf que vous allez rajouter un terme source dans l'équation de l'énergie qui va correspondre à la production interfaciale des bulles. Sauf que quand vous faites ça, en fait, vous traitez tous les types de fluctuations de la même manière, c'est-à-dire que tout diffuse de la même manière, tout se dissipe de la même manière. Et a priori, on n'a pas de raison de penser que ce soit le cas. Et les seuls travaux qu'on trouve un peu différents de ce point de vue-là, c'est les travaux de Shahed, qui datent de 2002, qui proposaient plusieurs équations de transport. En l'occurrence, dans son travail, il y avait une équation de transport pour le SPT, donc la turbulence monophasique, et une équation de transport pour les aspects potential flow et sillage moyen. Voilà, donc les limitations des modèles actuels, c'est que les phénomènes ne sont pas séparés et tout est modélisé ensemble. Et donc, on aimerait essayer de construire un nouveau modèle qui soit à la hauteur de la connaissance physique qu'on a de ces écoulements. Donc, notre approche, c'est justement de réutiliser cette idée en décomposant les tensions de Reynolds RIJ en plusieurs contributions qui vont correspondre à chacune des contributions que j'ai présentées tout à l'heure. Donc, une contribution pour la turbulence monophasique, une contribution pour le wake induced agitation et une contribution pour les aspects écoulement potentiel et sillage moyen. À terme, il faudrait aussi ajouter le dernier phénomène dont je disais qu'on ne s'occuperait pas. Et puis, chacune de ces contributions, on va dire qu'elles ont chacune leur propre loi d'évolution. Pour la turbulence monophasique, on a envie de reprendre les modèles de turbulence qui existent en monophasique, c'est logique, mais quand même, il faudra se poser la question de savoir si les bulles ont un impact sur les différents termes de cette équation. Pour le WIA, là, on a aussi envie de proposer une équation de transport, mais par contre, on n'a aucune idée des différentes fermetures qu'il faut utiliser, parce qu'a priori, ça ne se dissipe pas de la même façon, ça ne se produit pas de la même façon, etc. Et pour la partie écoulement potentiel et sillage moyen, comme ce n'est pas vraiment de la turbulence, on se dit qu'on n'a pas nécessairement besoin d'une équation de transport et qu'une fermeture algébrique pourrait suffire. En l'occurrence, il en existe une dans la littérature, on en a proposé une autre. On n'a pas encore discriminé laquelle était la meilleure, mais c'est ça l'approche. Donc, si on reprend point par point ce qu'on veut faire, on veut utiliser la DNS pour modéliser un peu tous ces termes. Et on va commencer par utiliser des DNS de dessin de bulles fixes pour modéliser le WIA. C'est là qu'il y a le plus gros besoin de modélisation. On verra pourquoi est-ce qu'on a besoin de bulles fixes juste après. Ensuite, on utilisera des DNS de bulles libres pour modéliser la partie PWF et faire la calibration du modèle.
qui sera ensuite validé sur des données expérimentales. Et enfin, on s'intéressera à l'impact des bulles sur la turbulence monophasique. Alors rapidement, les aspects numériques des calculs qui ont été réalisés pour les essaims de bulles, ce sont des calculs isothermes, incompressibles, tripériodiques, et on a étudié deux configurations différentes, une configuration avec des bulles donc, qui évoluent librement, et une autre configuration avec des bulles fixes, et ce pour différents nombres de Reynolds de bulles allant de 100 à 800. Donc là, après, je ne rentrerai pas dans les détails des différents paramètres. Vous avez les résultats de convergence en maillage en haut à droite. Et donc, voilà ce que ça donne. Les petites vidéos pour les différents essaims. Alors, ils n'y sont pas tous. Il y en a à des Reynolds plus élevés, mais on ne peut pas tous les mettre. Donc, à gauche, vous avez les résultats avec les essaims de bulles fixes et à droite, avec les essaims de bulles libres. Alors, la question qu'il a fallu se poser tout de suite, c'est qu'on voulait utiliser les bulles fixes pour modéliser les différents aspects de la turbulence. Et il fallait d'abord se demander si le fait de fixer les bulles conservait bien les propriétés ou est-ce que ça changeait tout et que ce n'était pas la peine d'essayer. On a fait ces simulations et donc ce qu'on peut voir directement à partir des vidéos, c'est que la première différence majeure, c'est que dans le cas des bulles fixes, la distribution des bulles a été imposée au départ des calculs de manière à peu près homogène. Alors que dans la réalité, quand vous laissez les bulles évoluer librement, elles ont tendance à créer des clusters, et ces clusters vont avoir un impact sur les quantités moyennes de l'écoulement, typiquement sur les vitesses relatives moyennes des bulles. Ça peut avoir un impact sur d'autres aspects. Mais en fait, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qui se voit très bien en regardant les deux simulations à Reynolds de bulles égale 100. Vous voyez que quand les bulles sont fixes, vous avez des sillages. Comme on est à faible Reynolds de bulles, les sillages sont quasi stationnaires. Ils sont très longs, en fait, ils sont très énergétiques et ils sont tout droits. Alors que si vous regardez les bulles libres, là, c'est pas du tout pareil. Vous avez un comportement beaucoup moins stationnaire derrière les bulles. Et en plus de ça, les sillages sont beaucoup moins énergétiques quantitativement. Alors la conclusion de tout ça, là, c'est un peu avec les mains, mais on a fait ça de manière un peu plus propre pour essayer de voir ce qui se passait. Ce qu'on en a déduit, c'est qu'on ne pouvait pas modéliser la partie PWF sur les essaims de bulles fixes. La partie PWF, c'est sillage moyen et écoulement potentiel. Ces choses-là étaient beaucoup trop différentes dans les cas fixes et libres, et donc on ne pouvait pas s'en servir. En revanche, la partie WIA qui correspond à l'instabilité et à l'interaction des sillages entre eux, qui vont générer les vraies structures turbulentes qu'on voit à des Reynolds plus élevés, là par exemple Reynolds égale 400, cet aspect-là était très bien conservé entre les bulles libres et fixes, et donc on pouvait se servir des bulles fixes pour modéliser cette partie-là. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors pourquoi est-ce qu'on avait besoin de bulles fixes ? Simplement parce que ça permet de décomposer les différentes parties de la turbulence. Ici, vous avez un instantané de vitesse issu d'un calcul à bulle fixe. Et puis, si vous moyennez ce champ de vitesse en temps, vous allez obtenir quelque chose de ce type-là, où vous voyez apparaître les sillages et les écoulements potentiels autour des bulles. Et ça, c'est exactement ce qu'on a appelé le PWF. Évidemment, si les bulles bougeaient, vous ne pourriez pas isoler cet aspect-là. Et une fois que vous avez isolé cet aspect-là, en le retranchant à l'image de départ, vous obtenez la partie WIA, qui donc sont uniquement les fluctuations temporelles qui correspondent aux instabilités des sillages et à leur interaction, donc cette fameuse partie WIA. Donc là, le fait de fixer les bulles, ça permet de faire cette décomposition, ça permet de le faire sur les fluctuations de vitesse, mais en fait, ça permet de le faire de manière beaucoup plus large sur beaucoup de corrélations. Et en particulier, ça permet de couper en deux l'équation de transport des tensions de Reynolds et d'obtenir une équation de transport pour le WIA et une équation de transport pour le PWF. Et après ça, donc, de mesurer les termes à partir des DNS et de modéliser chacun de ces termes. Donc, cette équation de transport pour le WIA dans le cas d'un essaim, elle s'écrit comme ça. En fait, c'est un équilibre entre trois termes, entre un terme de production interfaciale, un terme de dissipation et un terme de redistribution. Et donc, on a mesuré avec l'ADNS ces différents termes pour modéliser chacun des termes. Je ne vais pas m'attarder sur comment est-ce qu'on les a modélisés précisément, mais en gros, la production interfaciale, on l'a reliée à ce qui est fait classiquement, c'est-à-dire
au travail de la force de flottabilité, mais également, ce qui est moins classique, à un Reynolds de bulle, et, parce qu'en fait, c'est relié à un mécanisme de transfert d'énergie entre le PWF et le WIA, et un transfert d'énergie qui s'opère entre les deux et qui est proportionnel au terme entre parenthèses ici, donc à l'exponentielle et au nombre de Reynolds. Pour ce qui est de la redistribution, là c'est aussi intéressant. En fait, on a montré que, contrairement à ce qu'on s'attendait, le WIA est quasi isotrope. En tout cas dans ce cas-là, dans les cas des essaims. C'est surprenant parce que c'est plutôt de notoriété publique que la turbulence diphasique, la turbulence de bulle, est anisotrope. Mais en fait, toute l'anisotropie est générée par le PWF. C'est principalement le sillage moyen qui est très orienté dans la direction longitudinale qui va créer cette anisotropie. Mais les aspects de turbulence, les aspects de fluctuation temporelle, eux, sont relativement isotropes. Et enfin, sur la dissipation, on s'est inspiré de travaux d'Amura et de Frédéric Risseau, qui avaient proposé de la relier à une échelle de longueur intégrale, elle-même reliée à un coefficient de traînée et un nombre de Reynolds. Et on a obtenu de très bons résultats là-dessus, donc on a conservé la formule initiale. Et donc au final, dans le cas d'un essaim de bulle, toute cette équation de transport se réduit à un modèle algébrique qui permet d'exprimer directement les tensions de Reynolds en fonction des différents paramètres. Donc à noter que sur des configurations plus complexe, ça resterait une équation de transport avec des termes de dissipation en plus, avec ce genre de choses. Mais là, en l'occurrence, ça se réduit à une relation algébrique qu'on a pu tester sur les essaims de bulles libres, cette fois, et sur des données expérimentales obtenues en OR avec différents diamètres de bulles. Donc, vous avez les résultats ici. On voit que globalement, ça donne des résultats assez satisfaisants. Et ce, pour des gammes de nombres sans dimension assez importants, allant de Reynolds de bulles de 100 à 1000, de taux de vide de 0,1% à 10%, et des bulles allant de bulles relativement sphériques à des bulles assez déformées. Donc voilà pour le WIA et le PWF. Alors maintenant, je voulais m'intéresser à la partie qui concernait l'impact des bulles sur la turbulence monophasique. Je vais essayer d'être rapide et c'est pas forcément très facile à expliquer. Mais pour ceux qui seraient plus intéressés, vous avez la référence de l'article qui a été publié sur le sujet. En gros, on a réalisé plusieurs calculs de canaux à Reynolds pariétal imposé à 127 avec différentes populations de bulles. Toutes ces simulations ont été réalisées en conditions de microgravité, pas zéro, mais pas loin, afin de supprimer tout le WIA, puisque du coup, vous avez des sillages qui sont très stables et qui ne vont pas engendrer de WIA. Et la deuxième chose à savoir, c'est que si dans ce genre de simulation, vous mettez des petites bulles sphériques, elles vont avoir tendance à se coller aux parois. Et se collant aux parois, elles vont permettre à elles seules d'imposer le Reynolds pariétal, qui en gros imposait un cisaillement à la paroi. Grâce à leur mouvement, à leur vitesse relative, elles vont imposer d'elles-mêmes ce Reynolds pariétal. Et donc, vous n'allez pas avoir besoin d'écoulement liquide moyen au cœur de l'écoulement. Ce qui fait que quand vous mettez des petites bulles, vous n'allez pas avoir de turbulence monophasique. Donc une fois qu'on sait ça, on peut faire des calculs dans différentes configurations. Donc on a fait par exemple un calcul avec une population bidisperse de bulles déformables et de petites bulles sphériques. Donc dans ce cas-là, on a fait l'inventaire des différents types de turbulences qui arrivent. Donc il vous reste le PWF des bulles déformables et le PWF des petites bulles sphériques. Après, on a fait la même chose avec juste les bulles sphériques. Donc vous n'avez plus que le PWF des petites bulles sphériques. Ensuite, juste la même chose, mais juste avec les bulles déformables. Donc, il vous reste toujours le PWF des bulles déformables. Mais cette fois, comme vous n'avez plus les petites bulles sphériques, vous avez un écoulement moyen qui se crée dans la phase liquide pour imposer le R-auto 127. Et donc, vous avez l'apparition de turbulences monophasiques impactées par les bulles, puisque les bulles sont là. Et enfin, un cas purement monophasique où vous avez que la turbulence monophasique, mais sans modulation liée aux bulles. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez vous amuser à faire des petites relations entre les cas. Et si vous prenez par exemple le cas bidisperse moins le cas sphérical, vous allez pouvoir isoler la partie PWF des bulles déformables. Et en supprimant cette partie PWF des bulles déformables au cas avec uniquement les bulles déformables, vous allez isoler la turbulence monophasique, mais modulée par la présence des bulles. Et vous pourrez la comparer à la turbulence monophasique non modulée par la présence des bulles. Donc c'est comme ça qu'on étudie l'impact des bulles sur cette turbulence. Donc après, ce que ça donne en pratique, on a tracé donc toutes ces choses pour
l'équation de transport de la turbulence monophasique, et puis on a tracé les tensions de Reynolds elles-mêmes. Et il y a deux conclusions principales. La première, c'est qu'on se rend compte qu'en présence de bulles, les tensions de Reynolds longitudinales tombent à zéro au cœur du canal, ce qui n'est pas le cas dans un écoulement monophasique normal. Et en fait, ça, c'est lié au fait que la diffusion est altérée par la présence des bulles, que les bulles agissent, ça fait une forme d'écrantage qui empêche la diffusion des structures turbulentes vers le cœur du canal. Donc ça, c'est une première conclusion. Et la seconde, c'est que si vous regardez cette fois les composantes transverses des tensions de Reynolds, il apparaît que les tensions de Reynolds sont plus importantes en proche paroi en présence de bulles, et puis qu'après, elles décroissent parce que la diffusion n'est pas aussi importante, mais proche paroi, elle est plus importante. Et ça, c'est lié au fait que la redistribution de l'énergie de la composante longitudinale vers les composantes transverses est augmentée par la présence des bulles. Et en l'occurrence, c'est un résultat qui a été connu et qui a été confirmé ici. Donc voilà. Donc pour conclure sur ces aspects de turbulence, on a proposé un nouveau type de modèle qui prend en compte plusieurs types de fluctuations. Puis on a proposé un modèle pour la partie WIA, avec un nouveau processus basé sur des bulles fixes, une modélisation complète et une validation. On a proposé aussi une alternative au modèle de PWF de la littérature, mais ça, je ne l'ai pas présenté. Et on a mis en évidence la modulation de la turbulence monophasique par les bulles en ce qui concerne la diffusion et la redistribution. Et tout ça a été calibré. Alors évidemment, il reste beaucoup de travail. Par exemple, on a mis en évidence cette modulation de la diffusion et de la redistribution, mais on n'a pas proposé de modèle. Et comme on n'a qu'un seul point, c'est un peu compliqué. Également, et peut-être le plus important, c'est qu'on a modélisé le WIA sur des essaims de bulles. Mais dans les essaims de bulles, il y a seulement les composantes diagonales du tenseur de Reynolds qui sont non nulles. Et donc, on n'a pas modélisé les composantes hors diagonale, donc notamment la cross-correlation U'-V', qui, en général, dans les modèles de turbulence, est la plus importante. Donc, celle-là, on ne l'a pas. Et ça, ce serait quelque chose d'intéressant à faire à l'avenir, parce que ce n'est pas du tout évident, parce que ça nécessite d'isoler le WIA, mais dans des configurations en canal, par exemple. Sauf que dans ces cas-là, elles sont mêlées à de la turbulence monophasique et c'est très compliqué d'isoler l'un de l'autre. Et puis également, il faudrait se poser la question d'ajouter dans ce modèle toutes les contributions du CIT, là, qui sont à plus large échelle et qui seraient également intéressantes. Donc voilà, quelques remerciements, références, et je vous remercie.